Bon, Caroline Lamarche, elle est écrivaine. Tu préfères qu'on dise écrivaine ou écrivain, toi? Auteur. Et donc là, vous imaginez le E ou pas? Autrice. Moi, j'aime pas tellement autrice. Oui. Autrice, oui. Oui. Non, je sais, mais autrice, ça Moi, je vote sonne pour autrice. bizarre. Bon, attendez, on va perdre du temps, alors on y va. Bon, elle est écrivain, Caroline Lamarche. Elle a publié Le jour du chien en 1996. C'est comme ça que moi j'ai découvert ton travail, pour lequel elle a obtenu le prix Rossel, ainsi que La nuit, l'après-midi aux éditions Minuit en 1998. Plus tard, 6 romans chez Gallimard, De l'ours en 2000 à Dans la maison, un grand cerf en 2017. Elle est aussi l'auteure de poèmes, de nouvelles, de fiction pour la scène et la radio, de chroniques, mais aussi de textes pour différents créateurs et des expositions muséales. En 2018, elle a reçu le prix de la SCAM Belgique pour son parcours littéraire, ce n'est pas rien. Son dernier ouvrage paru s'intitule Nous sommes à la lisière. Il est présenté sur la table aux éditions Gallimard, toujours en 2019, et elle a été pour ce livre finaliste du prix Goncourt de la Nouvelle. Sofiane, comme pour... Elle a eu le prix Goncourt pour la nouvelle. Félicitations. Et on la félicite d'ailleurs, oui. Je suis historienne de l'art, pas de la littérature, donc ça m'a échappé. Mais bravo, évidemment, tu l'as eu, très bien. Sofiane, je vais être très courte comme je l'ai été pour David. Il est conservateur au musée royal de Marimont, vous le savez, il enseigne aussi à l'université de Louvain et donc va dialoguer avec Caroline. Oui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonsoir. Enfin, bonsoir. Oui, maintenant c'est presque bonsoir. Eh bien, comme disait Bartleby, I would prefer not. C'est-à-dire que je ne suis pas vraiment dans mon élément ici. D'abord, je suis déjà la seule intervenante belge, mais c'est peut-être intéressant parce que j'ai la chance de travailler depuis 20 ans pour précisément des artistes belges et de grands artistes belges, flamands ou francophones. Alors si j'ai mis cette image-là, qui est une photo prise par un archiviste espagnol avec lequel je travaille sur mon projet actuel et qui fait des photos à ces moments perdus, je la trouve remarquable. C'est une ancienne usine, c'est l'ancien réfectoire des ouvriers. C'est donc Alfonso Garcia Rodriguez parce que cette photo symbolise assez bien la position dans laquelle je me suis sentie la première fois qu'un artiste, tout de suite après mon premier livre, c'était Yéphane de Villiers, m'a demandé de venir dans son atelier pour écrire sur son œuvre. Alors j'étais là, comme sur cette chaise, et je voyais cet univers derrière la vitre, pleine de plantes foisonnantes. Et parmi les artistes, il y a des plantes carnivores, ils sont très demandants parfois. Voilà, et c'était ma position à l'époque. Alors, j'aimerais pour commencer simplement citer 2 femmes, parce que j'ai surtout et presque exclusivement travaillé pour ma joie avec des femmes artistes. Alors c'est Kiki Smith, qui travaille à New York, et j'étais à New York pour l'interviewer pour le cahier dessiné. Elle dit « I am not interested in myself, I am just interested in forms ». Alors, je ne suis pas intéressée par moi-même, je suis juste intéressée par les formes. Je dirais que c'est aussi ma position en tant qu'autrice. Ce sont les formes qui m'intéressent, et puisque les formes m'intéressent, il est évident que je veux me mettre, comme Marie Dariussec avec Paula, je vais me mettre tout à fait au service de l'artiste, par amour, parce que le mot d'amour a été dit ce matin par Marie, mais aussi parce que quelque part, cela me permet de voyager dans ma propre existence et de me construire moi-même. Je vais citer aussi Berline de Breukere, avec qui j'ai pas mal travaillé, ce qui est un peu étonnant s'agissant d'une autrice francophone. Et elle le dit aussi en anglais, mais je vais le traduire. Et voilà pourquoi nous, les auteurs, nous travaillons pour eux, les artistes, en nous faisant dévorer parfois. Je ne pense pas que les artistes devraient essayer de tout comprendre.
sous-entendu de leur propre travail. Si je devais répondre avec des mots, si j'usais des mots, je n'aurais plus besoin des sculptures. Alors en général, j'essaye d'en dire le moins possible à propos de mon travail. Une sculpture suit l'autre, c'est une histoire qui doit se développer lentement. Voilà, alors je pense à Berline dans son atelier, qui partage sa vie entre son atelier dans lequel j'ai passé beaucoup de temps et les expositions. Cette évolution, ce travail organique, je l'envie, puisque moi, ma vie est coupée en deux, en fait, entre mon propre travail et les travaux, en effet, de commandes et de rencontres, mais on verra que ça présente beaucoup d'avantages secondaires. Alors, je dois pousser sur le petit bouton, là. Alors, je suis arrivée tout à fait en néophyte dans le monde de l'art contemporain, puisqu'il s'agit bien du monde de l'art contemporain. Et un peu comme cette fillette d'un tableau de Felice Casorati, qui est une peintre italienne, née en 1835, morte en 1890, et que j'aime beaucoup et qui est tout à fait absente de la notice wikipédienne sur les peintres femmes italiennes, chose curieuse. Eh bien, voilà, je suis tout à fait ingénue, comme d'ailleurs quand j'écris mon premier roman érotique, je n'avais jamais lu un seul roman érotique et je n'avais même pas lu Bataille. Je suis arrivée un peu dans cet atelier de Yéphane de Villiers, en néophyte, comme une enfant qui est entourée de divers objets et qui rêve en caressant son chat en ne sachant pas encore très bien comment elle va jouer avec ça. Parce qu'il s'agit aussi d'un jeu, et il s'agit, dans mon cas, d'une imprégnation, d'une rêverie. Je dirais que le travail commence par des semaines d'imprégnation, et que le texte, en général, vient très vite, mais que tout le travail s'est fait en amont de manière rêveuse et de manière sous la forme d'une imprégnation. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on se regarde de manière complice avec Caroline, parce que je l'ai sollicité pour une publication que je ne voulais pas être un catalogue d'exposition. D'ailleurs, c'est une chose qu'on pourrait évoquer ensemble, qui est aussi ici disponible et pour lequel elle nous a fait de magnifiques textes, dont certains ont été repris en tout cas dans le cadre de ton dernier recueil de nouvelles. Et en fait, c'est l'idée que, au fond, je trouve ça très intéressant, de la même manière qu'on fait appel à des écrivains pour être commissaire d'exposition, qu'on fasse appel à des écrivains pour des catalogues d'exposition, comme si, in fine, dans la dimension art plastique, c'était le texte qui devait illustrer un petit peu le rapport à l'image dans un rapport de valence inversée par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé. Mais ce que je trouve très intéressant avec le travail de Caroline, et là où justement ce dont je peux témoigner moi de notre rencontre, c'est la manière dont, en fait, il y a une sorte d'innutrition, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Tu t'es accaparé avec beaucoup de liberté les images pour en faire quelque chose de, justement, qui dessillait notre regard. Et c'est ce dont j'avais besoin pour la publication, que je ne considère pas être un catalogue, comme les autres écrivains que j'avais sollicités alors, de pouvoir proposer un pas de côté, comme on le fait, en fait, comme le font certains écrivains dans les institutions. Et j'ai trouvé que c'était salutaire, parce que à quoi ça sert de faire encore la énième monographie sur Max Klinger, sur Alfred Kubin, etc., etc. Au fond, j'avais besoin d'avoir une sorte de supplément d'âme, et c'est ce que tu m'as offert grâce à ton travail pour cette publication, et ce dont je te remercie. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que justement, ce qui va te mener à ce dont tu vas nous parler par la suite, à savoir ta curation, ton commissariat d'exposition à venir, c'est d'abord nourri en fait de ces rencontres, à la fois avec des artistes, puis aussi avec des commissaires d'exposition. Oui, et pour rebondir sur ce pas de côté, c'est en fait vraiment ce que tu m'as demandé, c'est ce que m'a demandé aussi Karine Foll, qui est une grande commissaire d'exposition aussi, et directrice du musée ici, non, pas à Marge, de la centrale électrique, plutôt, ouais. Et que j'ai connue quand elle était justement directrice du musée à Marge. Oui. Et je dirais que c'est ce que m'a demandé Berline de Breukere aussi.
Exactement. Elle me dit, voilà, c'est bien les philosophes de l'art, c'est bien les critiques d'art, mais j'ai besoin d'un pas de côté, quelqu'un qui raconte une histoire. Et puisque j'ai commencé par être sollicité par Yéphane de Villiers, ici il y a 3 lignes de Laurent Danchin qui a écrit dans un livre, une revue à laquelle j'ai participé également par un texte. Et il dit quelque chose qui éclaire un peu notre démarche aujourd'hui, en tout cas notre démarche d'auteur. Quand je dis auteur ou autrice, c'est aussi parce que peut-être écrivain est trop restrictif. Je travaille dans beaucoup de domaines. Là, je m'apprête à collaborer à un film documentaire. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, mais le réalisateur Jorge León est venu me chercher après m'avoir lu. Donc auteur, je trouve que c'est un beau mot. J'étais pendant 9 ans au comité de la SCAM, qui est la Société des auteurs. Et Laurent Danchin dit ceci à propos de Yéphane de Villiers: s'il était né écrivain, Yéphane de Villiers nous aurait raconté son histoire comme Tolkien ou Borges ou comme Henri Michaud, et son ethnographie de fiction. Ne l'étant pas, mais travaillant d'abord avec les mains, pas les mots, tout en fixant sur la vie le même grand regard attentif et étonné que toutes ces créatures, il nous conte son rêve, comme ferait un enfant muet, avec des formes et des objets, des maquettes et des modèles réduits, de mini mise en scène et un simulacre d'écriture. C'est l'art illustratif d'un récit manquant. Alors c'est peut-être ce récit manquant que viennent chercher les artistes chez des gens comme moi, et je me suis laissé, je dirais, choisir. Alors je ne sais pas si on peut dire aimer, parfois prendre, parfois dévorer, mais comme à l'époque j'étais très masochiste, ça marchait très bien. et j'aime avoir des maîtres en quelque sorte, et quand ils sont vivants, c'est parfois plus difficile que quand ils sont morts, mais enfin c'est toujours de la joie, du plaisir, et il y a des prolongements comme des journées comme celle-ci, donc c'est formidable. Voilà, bon, je continue brièvement. Je pense que je ne vais pas tout voir, mais peut-être j'aimerais, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour l'exposition à venir, parce qu'à vrai dire, j'ai été dans les réserves avant-hier, donc c'est vraiment tout au début. Ce qui est assez beau, c'est que j'ai commencé par faire des textes brefs pour des artistes, brefs ou moins brefs, et ensuite que Caroline Foll et Sofiane sont venus me chercher pour des projets plus vastes. Oui. Voilà, Karine Foll, avec elle j'ai vraiment fait aussi un brainstorming sur cette aventure formidable qui a été Bruxelles universelle. Si vous avez des amis qui ne connaissent pas Bruxelles, il faut offrir ce livre, parce que je trouve que les textes disent tant de choses fines et percutantes sur Bruxelles, tout en brouillant les frontières, puisque moi je suis considéré dans ce livre comme écrivain, alors que j'ai fait un texte plutôt qui est un petit essai, et Thomas Gunzig, qui a écrit une petite fiction hilarante, a signé essayiste. Donc nous continuons à brouiller les frontières. Ici, alors j'avais mis cette image-là, mais c'était juste pour illustrer ton propos. Oui, c'est très bien, bon voilà. Mais dis-moi, je dirais pourquoi j'ai mis cette image, c'est parce que d'un côté Karine Foll, de l'autre Sofiane Lagouati ont été probablement les deux commissaires qui m'ont vraiment accompagné sur le travail, et à qui j'ai pu envoyer mes réflexions sous forme de courriel, par exemple, un peu comme l'effet miroir, savoir qu'il y a quelqu'un qui vous lit, qui vous écoute, et s'il ne répond pas, du moins nous avons donné forme à nos idées par rapport à une personne qui, au départ, vient vous chercher, ce qui est quand même très important. Je dois dire que pour juste témoigner de cette belle expérience que nous avons partagée, c'était important pour moi aussi de ne pas restreindre la liberté que tu pouvais avoir. Et c'était de cette liberté-là dont j'avais besoin pour le projet d'exposition. Et donc de dire, ok, je te donne les images, tu choisis là-dedans ce que tu veux et tu me proposes quelque chose. C'était vraiment... Et je pense que c'est important de pouvoir avoir cette liberté-là, en tout cas... tant d'un point de vue institutionnel que d'un point de vue du commanditaire, ou en tout cas de l'autrice, en l'occurrence ici. Oui, je pense que cette confiance-là, elle existe parce qu'au départ, il y a une écriture où il y a une voix. Ouais. Et peut-être je pourrais revenir vers une image qui est
qui est Celle-là peut-être celle-là, oui, voilà. Alors ça, c'est aller voir Canal, quand même, ce n'est ouvert dans son état brut, dans son état d'usine à voiture que jusqu'au mois de juin, je crois. Après, ça va devenir un grand musée et beaucoup de mois ou d'années de travaux. À Canal, il y a des œuvres de différents plasticiens. Et ici, à côté, la position de l'artiste, moi je dirais que c'est comme la petite fille, c'est sur mes deux petites filles. Hein. La petite fille à l'avant-plan, c'est un peu l'artiste. Il y a l'œuvre et derrière, il y a le commissaire ou l'écrivain qu'on voit moins, qui est dans une forme de discrétion, c'est en tout cas ce que je revendique personnellement, et pourtant on le reconnaît. Et moi j'ai envie de dire que, c'est bien, l'écrivain, l'auteur est à l'arrière-plan, pourtant malgré ce retrait, c'est bien ma voix ou ma silhouette qu'on devine à travers le texte, et c'est elle que les artistes ou les commissaires ou les chargés de communication des artistes, leurs agents, galeristes, etc., recherchent quand ils viennent, quand ils m'appellent. Et évidemment, dans cette discrétion-là, bien des textes sont oubliés ou perdus dans la masse. Je pense que j'ai dû en écrire plus d'une centaine en 20 ans, perdus dans des revues, dans des beaux livres, et moi-même, je les perds. Et bizarrement, c'est étrange, mais il y a une sorte de jouissance à dire que j'ai eu beaucoup de mal à retrouver mes propres textes pour vous parler aujourd'hui. Il y a quelque chose de très ambivalent et curieux là-dedans aussi. Ce risque de disparition me séduit aussi. Peut-être c'est le contrepoint au fait d'être publié en tant que Caroline Lamarche qui écrit des romans ou des nouvelles. Et j'ajoute aussi la dimension, une concession à l'esprit de l'anonymat qui régnait au Moyen-Âge, et aussi une construction collective, parce qu'il s'agit bien de ça. Quand je travaille avec les artistes, c'est que nous sommes dans une construction collective, ou au moins à deux, et je suis aussi dans la construction de moi-même, comme je l'ai dit. Voilà, une sorte de construction un peu souterraine, discrète, dont seul Dieu, entre guillemets, serait le témoin, et Dieu serait en quelque sorte la somme des artistes que j'ai rencontrés dans ma vie et qui m'auraient construit secrètement. Et je trouve que déjà ça, c'est un beau cadeau, même si c'est moins visible que le reste. Voilà. Excuse-moi, par rapport à ce que tu viens de dire, j'ai une question qui me turlupine depuis que tu as pris la parole, et là je pense que c'est le bon biais pour la poser. Il y a deux façons dont tu formules grammaticalement les choses par rapport à ta collaboration avec les artistes. Tu dis, là, travailler, bosser avec les artistes, mais au début, et tu l'as dit au moins 2-3 fois depuis le début, je ne sais pas si tout le monde l'a remarqué, tu travailles pour. Et du coup, tu dis pour, travailler pour les artistes. Comment est-ce que tu conçois ces deux façons quand même assez différentes de formuler la relation de travail, en fait ? Mais je sers l'œuvre, donc le pour, c'est servir l'œuvre. C'est une œuvre qui, au départ, souvent que je ne connais pas. Par exemple, ici, au musée d'art ancien, il y a pour le moment une vidéaste qui s'appelle Agnès Guillaume, qui a 4 vidéos. Elle est venue me chercher pour la dernière, donc je n'ai pas eu le choix. Et j'ai découvert son travail. Voilà, c'est évident que je travaille. Je me mets au service de ce que je vois, dans l'atelier ou non d'ailleurs. Ici, j'ai reçu la vidéo. Alors parce qu'il y a toujours... l'artiste se met à disposition, sauf quand il est mort ou quand elle est morte. Si je parle de Charlotte Salomon ou de Frida Kahlo, comme j'ai pu le faire, ou de Unica Zurn que j'aime tant, évidemment, le dialogue est autre, mais le pour est toujours là, avec et pour, même avec les morts. C'est pas très important, en somme. Oui, et je trouve ça intéressant parce que justement, quand David avait évoqué ce matin qu'on est venu te chercher pour un projet sur lequel on travaille ensemble et qu'il n'est pas lieu d'évoquer aujourd'hui, mais et de la même manière par rapport au projet d'exposition que tu es en train de monter actuellement, ça peut paraître assez paradoxal en effet de travailler d'être dans cette posture de retrait qui t'honore, et en même temps d'être dans cette modalité d'exposition, exposé au plus grand risque, je dirais, en étant commissaire d'exposition d'un côté. Tu as eu toutes les réticences du monde à nous répondre de manière favorable.
par rapport au fait de mettre à l'honneur quelque chose où tu travaillerais pas pour ou avec quelqu'un, mais où ce serait toi qui serais mis à l'honneur. Donc je trouve ça très intéressant, et d'autant plus intéressant avec l'actualité récente. Donc là, on parle du futur site internet. Oui, en fait, c'était juste pour évoquer tes réticences d'abord à te mettre en avant, que tu dis en fait, dont tu as parlé tout à l'heure, et par ailleurs le travail que tu es en train d'entreprendre avec le musée Art et Marge, où tu es commissaire aussi d'exposition, pour le coup, où c'est ton regard qu'on vient chercher. Ce n'est pas c'est au service des œuvres, mais c'est au service des œuvres sous le prisme de ta lecture, disons. De ton écriture. Mais là aussi, c'est toujours des histoires de fidélité, dans le sens où, en effet, Karine Foll est quand même spécialiste de l'art outsider. Ouais. Elle était directrice du musée Art et Marge, et elle est venue me chercher pour écrire des textes, notamment sur 3 aquarelles de Louise Bourgeois, que j'ai envie de vous montrer, parce que c'est une pure merveille, et ça appartient à une collection particulière. Un collectionneur belge, je pense qu'il habite à Ostende. Et là aussi, j'ai eu carte blanche pour écrire une page sur ces aquarelles que j'ai pas réussi à mettre tout à fait entièrement sur la même page, mais qui sont Et donc Karine Foll a quitté le musée Art et Marge pour être directrice du musée de la Centrale, et maintenant c'est Tatiana Verès a pris la relève, et pour le moment c'est Colline de Remaker qui est directrice du musée faisant fonction pendant 1 an. Et elles sont venues me chercher, elles montent chaque année, je dis elles, ce sont des femmes toutes, elles montent une exposition d'été qui puise dans leur réserve. Or elles ont une réserve d'œuvres impressionnantes et très belles, et donc j'ai choisi un thème qui est... comme il y a eu beaucoup d'expositions passionnantes, la dernière c'est sur le cosmos, j'ai choisi tout simplement les plantes, les animaux, parce que je trouve que l'urgence climatique et les marches des étudiants que j'ai soutenues ici et sur lesquelles j'écris est telle que je trouvais que c'était bien en été d'aborder la place des bêtes, des plantes et des paysages chez les artistes outsiders, et au fond elle est très, très forte, cette place-là. Voilà. Après, je ne peux pas vous en parler beaucoup parce qu'on a en effet commencé à choisir les œuvres il y a 2 jours, mais les idées fusent, et là aussi c'est la confiance et l'ouverture, avec un appui logistique et de personnes expérimentées, donc qui peuvent m'aider et m'encadrer, oui, certainement. Ce que je trouve intéressant, c'est une chose qu'on a évoquée dans les échanges qui précédaient notre rencontre d'aujourd'hui, et que tu m'as signalé, c'est en fait la question qui a été déjà évoquée à plusieurs reprises aujourd'hui, la question de l'invisibilisation des femmes de manière générale dans les différents domaines, et des écrivains femmes ou des artistes femmes d'autant plus. Tu m'as parlé d'une expérience autour de la participation à la Biennale de Venise de Berlin de Broek, et donc des 2 textes le tien, elle avait sollicité en fait John Coetzee. John Coetzee, alors oui, ça c'est vraiment, on est en plein dans le sujet. Je me suis dit que j'aurais pu faire une communication rien que sur Berlin de Breukere et de John Coetzee, puisqu'elle a demandé pour la Biennale de Venise, pour son œuvre Kröppelhaut, donc Krippelwood, donc l'arbre blessé, l'arbre infirme quelque part, qui est pour moi qui est une métaphore de l'état du monde aujourd'hui, puisque cette œuvre absolument magistrale, qui est ma préférée dans son œuvre, au fond c'est un orme abattu dont elle a fait une espèce de reproduction en cire, et on voit que dans les arbres abattus et pourris circule encore toute une vie grouillante, et on voit tous les tracés des petits vers, on voit les lichens, et c'est un peu une métaphore de l'état du monde aujourd'hui, qui est littéralement en train de mourir, mais où une vie grouillante continue à s'exprimer, et que nous assistons en quelque sorte à cette décomposition active. Et donc c'est une vision profondément mélancolique et en même temps terriblement vivante, je dirais. Et donc elle a demandé à John Coetzee d'être commissaire de l'exposition. Et en quoi ça consistait? Et elle lui dit au début, je n'ai pas besoin d'un commissaire d'exposition, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide à penser
à réfléchir, à voir ma future exposition. Donc en quelque sorte, je ne vais pas dire qu'elle l'instrumentalise, mais elle vient le chercher parce qu'elle adore son œuvre. Moi j'ai entendu Berline parler de Flaubert, parler de Coetzee, elle est passionnée par l'œuvre de Coetzee. Elle lui dit « Soyez mon commissaire d'exposition à distance ». Et elle lui raconte son arrivée à Venise, ses idées. Et c'est très significatif parce que quand on voit leurs lettres, les lettres Berline, elles ont 5 pages et Coetzee répond par une demi-page, comme le ferait un psy en quelque sorte par une réponse laconique. Il est là en creux, il est là comme réceptacle. Il se laisse quelque part faire et je trouve que c'est assez beau. Après, où il reprend les rênes, je dirais, c'est qu'elle lui demande, et d'ailleurs c'était sa demande au départ et son espoir apparemment, ce serait d'avoir un texte inédit de John Coetzee qui se rapprocherait du thème qu'elle traitait elle-même dans la Biennale de Venise. Et en fait, il lui a donné une nouvelle inédite qui parle d'une vieille dame à chat. Ça n'a strictement rien à voir avec l'exposition. Elle l'a mise dans le livre, mais on s'est dit heureusement qu'il y avait les lettres, parce que sinon, c'eût été vraiment bizarre. Donc là, quelque part, la star, c'est elle, mais il y a un moment donné où quand elle demande, comme elle me demanderait à moi, fais-moi un texte sur mon exposition, et j'obtempère évidemment, mais je ne suis pas, vous l'aurez compris, un écrivain, un artiste ni un écrivain médiatique, mais lui, il donne une nouvelle qui dit on est en train de la piller sur Internet, alors tant qu'à faire, je préfère qu'elle soit dans votre catalogue. C'est à peu près sa réponse. Alors ça, c'est très fascinant de voir le jeu entre ces deux stars finalement. L'une Berline, cette jeune femme qui est connue dans le monde entier, sauf dans le monde francophone, je pense. Et ce qui fait d'ailleurs, c'est un peu l'ironie de la chose, c'est que les textes que j'écris pour elle sont publiés en anglais, néerlandais et allemand et n'existent pas en général en français. Donc voilà. Bon, je vogue, hein, parce que oui. Tout ça a été au départ très construit, mais comme on n'a pas tellement de temps, autant se distraire agréablement. Oui. Tu veux réagir? Oui, deux petites choses. La première, et je m'excuse, j'ai dû m'absenter quelques minutes, donc peut-être que vous en avez parlé, mais quand j'ai entendu la question justement de David, écrire pour des artistes, donc ça c'est la première chose. C'est pas nous, les écrivains, ils ont joué ce rôle au 19e siècle, hein, ils ont joué le rôle de critique d'art, et donc moi, quelque part, ça ne m'étonne pas, et c'est bien, et c'est naturel que, d'une certaine manière, ça revienne, même si le métier de critique d'art est très bien plus important qu'il ne l'était. Il n'existait d'ailleurs quasi pas à cette époque-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, concernant Berline de Breukere, qui invite Coetzee, donc cet écrivain, pour le pavillon, ça me fait penser à donc de nouveau, et ce n'est pas pour dire que absolument la figure de l'artiste commissaire, qui est la figure sur laquelle j'ai longuement travaillé, est toujours présente, mais néanmoins, ça me fait penser à Sophie Calle, qui 2 ans, je crois, auparavant, avant Berline de Breukere, fait appel à Buren, et plus ou moins au même moment, je n'ai plus les dates en tête maintenant, j'ai oublié le nom de cet artiste belge qui fait appel à Teumans pour le pavillon belge. Donc ça fait partie aussi, je crois, d'une possibilité très actuelle, parce que comme ça pourrait sembler incroyable pour quelqu'un qui ne se souvient pas des noms des commissaires choisis par les artistes pour les pavillons. Ça peut sembler extraordinaire, effectivement, que cet artiste choisisse un écrivain pour le pavillon, en l'occurrence belge à Venise, mais je pense qu'au-delà de ce choix qui est audacieux, qui la concerne évidemment, qui est singulier, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il y a toujours des... Mais il y a quelque chose qui relève du possibilisme, enfin de la possibilité de engagé de nouveau par rapport à ce renouvellement des curateurs. C'est-à-dire que on a beaucoup glosé sur le fait que Sophie Calle choisissait Buren, qu'elle se passait d'un institutionnel, alors que toujours les artistes choisissent des historiens d'art, des hommes ou des femmes de musée. Et donc, à nouveau, je pense que ce choix, même s'il lui est tout à fait propre, est lié aussi à ce fameux renouvellement des curateurs, des commissaires. Il y a les artistes et puis les écrivains, et donc
c'était possible. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est possible. C'est bien devenu sûr. vraiment possible. C'est devenu possible. Michael Boremans l'a fait aussi ici pour son exposition rétrospective à Beaux-Arts, mais il a fait appel à 50 écrivains. Et elle a fait appel à l'écrivain qu'elle aime, qu'elle est allée chercher en se disant j'espère qu'il va répondre, parce que je pense qu'il ne connaissait pas au départ son œuvre. Donc je veux dire, il y a là une histoire de désir vraiment. C'est pas juste. Dans le cas de Michael Boremans, on lui rassemble 50 écrivains qu'il ne connaît pas. On lui rassemble. Oui, on vient nous chercher. Et voilà. Et je me souviens, j'étais à la Biennale de Venise mais c'est une anecdote, je ne sais pas si c'est off records, mais c'est tellement drôle. J'étais à la Biennale de Venise pour Berlin, et Michael Boremans y était aussi, bien sûr, et je m'approche de lui avec une certaine ferveur, parce que aussi je trouve que son œuvre est magnifique. Et je lui dis avec des étoiles dans les yeux, oh mais vous savez, je fais partie des écrivains qui vont écrire pour votre exposition rétrospective à Beaux-Arts. Et il me dit, ah oui, je crois qu'il y en a une 50aine. Et alors ça nous remet tout de suite à une place que moi j'adopte bien volontiers, puisqu'elle m'est assez naturelle, mais par Berlin, j'ai vraiment eu l'impression d'être choisie, d'autant plus qu'elle est néerlandophone. Je suis le seul auteur francophone qui a écrit pour elle, qu'on a dû chaque fois trouver de très bons traducteurs pour que ça passe en néerlandais ou en anglais. Et donc c'est vraiment un choix qu'elle a fait, qui a été d'ailleurs médiatisé par un libraire galeriste qui s'appelait Bertrand Niodet, et qui tenait la librairie d'art des galeries, qui était la dernière dans le centre de Bruxelles et qui maintenant est occupée par Dandoa, qui vend des petits gâteaux. Et cet homme est mort en 2010. Voilà. Mais, oui, alors, oui. Ah. You here? Pardon, j'entends pas. Oui. Bah oui, parce que quand on aime une œuvre, on dit oui tout de suite, bien sûr. Oui. Camille, oui. Non, mais c'était également une sorte on dit un témoignage. Non, Oui. Non, mais c'était pour vraiment accompagner la chose, parce que j'ai eu des expériences comme ça. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je partage parce qu'à chaque fois c'est assez. J'ai pas du tout d'amertume à cet égard, mais donc moi c'était Camille Enrault au Palais de Tokyo, et elle n'était pas contente des textes. Enfin, ça passait pas en traduction française, donc elle a confié à quelqu'un, il se trouve que je le connaissais, mais vraiment avec une sorte, parce qu'en plus c'est des artistes enfin là Camille Enrault, elle avait toute son équipe, donc c'était son staff qui nous envoyait plein de documentation. À un moment donné, j'ai dit non, en fait, c'est vraiment monté. En fait, il y a eu un conflit assez fort. J'ai fini par écrire le texte, mais cette dimension instrumentale, j'en ai pas parlé, mais en fait, c'est assez. J'ai eu ça avec Camille Enrault et avec Pierre Huyghe. Mais si on est bien payé, ça va, on n'est pas instrumentalisé. Non, mais il y a c'est la question économique qui est importante aussi, parce que nous autres, qui nous efforçons quand même de faire une œuvre, nous sommes le plus souvent non payés, et parce que nous aimons l'œuvre d'un artiste. Alors on dit parfois on fait du troc, mais après on n'a plus de murs, on ne sait plus où les mettre. Mais pour donner un ordre de grandeur, pour Berlin de Breuckere, qui m'a le mieux payé, c'est Berlin de Breuckere, de manière inégalée, stupéfiante. Pourquoi ? Parce que justement, elle respecte l'artiste profondément. Après, les autres paiements, ils sont institutionnels. Ce sont des intermédiaires qui vous disent ce sera tant pour un texte de tant de signes, de tant de pages, etc. Elle, la confiance, ça peut être une page, ça peut être 5 pages. Et là, c'est pour ça que l'expérience a été à ce point magnifique, que c'était non seulement une artiste nourricière, presque une maman qui reçoit les visiteurs avec de la soupe toujours au coin du feu chez elle, mais c'est aussi quelqu'un qui, quand elle rémunère, quand c'est un livre qu'elle fabrique elle-même, c'est là qu'on est le mieux payé, évidemment. Mais je pense qu'en tout cas, ça vaudrait la peine d'observer ce rapport. Pas quand ça se passe bien et qu'il y a vraiment deux subjectivités qui se choisissent et que par ailleurs, mais le conflit qui s'établit entre l'œuvre, l'argent, les collectionneurs, vraiment le pouvoir de l'art et cet ascendant qu'il a pris sur le texte avec une forme d'arrogance parfois très très marquée.
Moi, je n'ai pas senti d'arrogance jamais au cours de ces 20 ans, plutôt une grande confiance dont parlait Sofiane, une grande ouverture, une confiance en mon travail et carte blanche totale. Mais c'est vrai que par moments, quand je dis qu'on s'épuise ou qu'on a l'impression d'être un peu vampirisé, c'est juste une question de finances. Si on nous paye très bien, c'est de l'énergie, l'argent. Moi, je le dis très nettement. Alors, nous avons par ailleurs notre affaire pour lequel on n'est pas payé pendant 3 ans pour écrire un livre. Et donc, vraiment, quand quelqu'un comme Berline, non seulement vient me chercher, mais en plus me dit je vais te donner ça, et puis je t'invite à Venise, et puis tu vas venir dormir dans mon appartement, mais c'est absolument... Voilà, c'est pour ça que j'avais envie vraiment de parler d'elle, outre le fait que John Coetzee a été son commissaire d'exposition et qu'il est écrivain, évidemment. Donc là aussi, elle a choisi par passion et par attachement à son œuvre. C'est quelqu'un qui lit beaucoup. Voilà pourquoi j'avais envie de parler d'elle, en fait. Il y a encore une anecdote qui est pour moi révélateur du pourquoi de la journée, c'est-à-dire le fait, après l'ouvrage qu'avait réalisé Julie autour de la figure de l'artiste commissaire, de l'écrivain commissaire, c'est qu'il y a aussi une forme d'étanchéité un peu entre le monde des écrivains. Alors on les sollicite tout en ayant une sorte de défiance il y a une sorte de défiance du monde de l'art. Et ce que je trouve intéressant, c'est l'anecdote que tu m'as confiée à propos de l'expo au SMAC de Gand, rétrospective autour de Berline, justement. Peut-être que tu peux nous en dire un mot, parce que je trouve ça intéressant, parce que c'est aussi en termes de réception, comme l'argent, c'est quelque chose qui est révélateur, qui est une sorte de symptôme de l'époque. Un angle mort. Oui, exactement. Mais dans l'exposition du SMAC, qui était une pure merveille, il y avait 1000 visiteurs par jour, enfin c'était très beau. Il y avait 4 critiques d'art éminents et 2 écrivains. Elle a choisi de moi le texte qu'elle préférait, qui en fait a à peine une page, et qui avait été au départ écrit pour un portfolio, et puis les lettres de John Coetzee. Et cette exposition se passe, on est presque à la clôture, je me dis tiens, je vais aller voir comment être sur le site internet, et que vois-je à propos du très beau livre catalogue édité, somptueux, c'est que sur le site internet de l'éditeur, les noms des 4 commissaires, des 4 critiques d'art sont indiqués, et je ne vois pas mon nom, et je me dis mais enfin, j'ai quand même un texte dans ce livre, et j'appelle mon traducteur Rocus Hofstede, le néerlandophone, je dis quand même, tu trouves ça normal? Ah non, oui, non, moi non, mon nom comme traducteur n'est pas là non plus. Mais je dis, c'est pas normal quand même, mais je vais quand même pas protester pour ma petite page, tu te rends compte, Berline, et puis tous ces gens autour d'elle. Mais il me dit, mais John Coetzee n'est pas là non plus. Ils avaient oublié le nom de John Coetzee, le mien, et donc j'ai pu téléphoner en disant, mais écoutez, quand même, vous avez oublié de mentionner que John Coetzee a plusieurs pages dans ce catalogue, et puis accessoirement, mon nom n'y est pas non plus. Et j'ai trouvé que c'était un lapsus, un oubli, mais j'ai trouvé ça assez significatif, en fait, et drôle, finalement. Mais pour moi, c'est aussi révélateur, si tu veux, du fait qu'on fasse appel à des écrivains dans des cadres institutionnels, aussi pour toucher un public peut-être différent de celui que touchent peut-être de manière traditionnelle les institutions, en tout cas dans la volonté de renouveler leur public, renouveler le regard sur leur institution. Et pour moi, c'est révélateur aussi peut-être de ça, c'est-à-dire vraiment cette attention qu'on porte aux écrivains sur sur les collections, ou en tout cas les propositions qu'ils peuvent faire. Je crois qu'il y a une question de Laurent Demoulin. Donc c'est toujours suite à des demandes, si j'ai bien compris que tu... Et tu dis oui, je trouve ça génial que tu parles de l'argent, parce que c'est un tabou toujours, mais tu dis pas oui pour l'argent, tu dis oui parce que les œuvres t'intéressent chaque fois, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Moi, et le simple fait que tu aimes ces œuvres, tu sais que tu arriveras à écrire quelque chose qui te satisfera, ou est-ce que tu attends d'avoir une idée d'un texte pour écrire, quoi? Mais par exemple, ça pourrait être angoissant. Pour donner un exemple très récent, c'est Agnès Guillaume, dont je ne connaissais pas l'œuvre, et donc en fait, elle ne me connaissait pas non plus. Donc c'est une très belle découverte mutuelle, et elle m'a appelé un peu in extremis parce que un écrivain avait fait faux bond.
En fait, elle cherchait une autrice flamande et les Flamands, ils travaillent, ils sont habitués à être très très bien payés, et donc en général ils disent non, ils disent non. Et puis moi je reçois cette vidéo, j'avais vraiment envie de le faire et en même temps j'avais 3-4 jours, très peu de temps. Et je me suis dit, avant de lui répondre, je m'assieds, je vois si en une demi-journée je peux tirer un fil. Et si je sens un fil, si j'ai une première phrase, je dis oui. Et c'est comme je disais tout à l'heure à Sofiane, le temps de latence d'imprégnation, il peut être long, mais il peut être très bref. C'est-à-dire que je m'adapte au délai. Je m'adapte vraiment au délai. Quand j'aime une œuvre, évidemment, si je suis trop fatiguée ou un peu usé par le travail, alors je vais dire non simplement parce que les délais sont trop courts. Mais dans le cas d'Agnès Guillaume, j'ai attendu quand même une demi-journée et je me suis mise à mon ordinateur pour voir si j'arrivais à tirer un fil avant de lui dire oui, parce que les délais étaient très courts. Mais sinon, non, ça marche et on ne sait jamais ce qui va sortir, c'est ça qui est magnifique en fait. Une fois qu'on s'est imprégné de l'œuvre et de l'atelier, peut-être, je ne sais pas si on peut conclure par un petit texte, parce que bon, on n'a pas vu le quart, j'avais 30 images, hein. Mais j'avoue que cette série-là, donc Louise Bourgeois, j'ai trouvé ça dans ses écrits. Hein. Au départ, mon travail, c'est la peur de la chute. Ça résume bien, c'est une réponse à ta question en fait, Laurent. Au départ, mon travail, c'est la peur de la chute. Par la suite, c'est devenu l'art de la chute, comment tomber sans se faire mal, puis l'art d'être ici, en ce lieu. C'est magnifique. Et c'est un peu toute notre expérience d'écrivain quand nous débutons ou quand nous sommes confrontés à des commandes. Nous avons l'impression que nous allons tomber, nous allons nous faire mal, nous allons rater les choses. Et finalement, ça devient un jeu et puis le plaisir d'être là en ce lieu. Et ça peut résumer tout mon plaisir, le plaisir avec lequel j'écris pour les artistes. Et peut-être je peux simplement vous lire cette page sur ces 3 aquarelles de Louise Bourgeois. Est-ce qu'on terminerait par là, Sophie ? Oui, moi j'avais pensé à Unique Azur, ah oui, c'est-à-dire qu'on peut passer l'image d'Unique Azur après, mais j'ai pas de texte dessus. Non, du tout. Oui. Mais je vais simplement dire ça. Donc ça s'appelle 3 chutes. Bon, c'est normal. Hein. Et j'ai mis en exergue la phrase que j'ai mis là. Au départ, mon travail, c'est la peur de la chute. Par la suite, c'est devenu l'art de la chute, comment tomber sans se faire mal. Puis l'art d'être ici, en ce lieu. Universalité du triptyque comme organisation du mythe, de la représentation, d'une histoire. Les 3 actes d'une pièce de théâtre, une trilogie romanesque, les 3 temps d'une valse, l'équilibre surgissant du déséquilibre, circulation sans fin, reprise inépuisable du motif, le motif étant elle, lui et le vide, un corps, un autre corps et leur rêve, l'épouvante, la douceur et le bleu, la fuite, le don et le bleu, le blanc du squelette, le blanc de l'ivoire et le bleu, la terreur et la confiance contenues par ce bleu, ce qu'elle dit, Louise Bourgeois d'elle-même, peur de la chute, art de la chute, être ici en ce lieu, que l'on pourrait traduire dans une mise en abîme à l'usage personnel de celui qui regarde par se tenir ici en ce lieu, face à ce bleu intense, où se lisent en filigrane des cercles concentriques tel l'écho circulaire de la chute d'un corps dans l'eau. Oser la bascule, le plongeon en 3 actes, qui est peut-être le nombre des âges de la vie, ou des moments de l'amour, ou des étapes du deuil, l'heure de la divine inconscience ou de la suprême conscience, de la sortie de soi dévolue traditionnellement aux femmes, médicalisée, observée et décrite par les hommes, le corps devenu arc hystérique, devenu figure de la chute sauvée par une tension inouïe, miracle qui ne peut exister sans la rencontre en nous de ce que l'on désigne par les figures de l'homme et de la femme, ni sans ce bleu intense, un bleu pour cage thoracique affamée, un bleu pour contenir le cri ou le ciel ou la mer. Infini bascule dans le bleu, l'homme et la femme unis par le fil qui les traverse ensemble, leur chute devenue extase par ce point de fusion, sortis de soi dans le bleu qui répercute en ondes leur naissance l'un par l'autre et leur disparition à venir,
le bleu comme théâtre de cet arc extatique qui part du pubis, lieu du fil, de l'axe, du cri qui traverse la bouche, les poumons, les jambes, avant la séparation, le repos et l'éternel retour, peur de la chute, art de la chute, être ici, en ce lieu. C'est difficile de rebondir là-dessus. Hein. Oui, pour peut-être en guise de conclusion, parce que c'est quelque chose qu'on a évoqué à différents moments, cette dimension un peu spéculaire que renvoyait en fait la figure de l'artiste à l'écrivain ou de l'écrivain à l'artiste. On l'a vu sous différentes modalités s'exprimer. Tu souhaitais rendre une sorte de bref hommage à Unica Zurn. Et je trouve ça intéressant parce que même si tu n'en parles pas, toi-même tu as eu une pratique artistique à certains moments plastique, on va dire, de ta vie. Et donc du coup, en fait, c'est cette dimension avec Unica Zurn entre la dimension écrite et l'œuvre graphique que tu avais trouvé intéressante à évoquer pour finir. Oui, c'est-à-dire que j'adore aussi ces livres. Oui. Et puis c'est la dernière image en fait. Oui. J'avais mis cette image en conclusion parce qu'il y a un animal étrange et que dans les œuvres qui seront présentées cet été au musée Art et Marge, les œuvres Outsiders, il y a beaucoup d'animaux étranges et cette espèce de pieuvre d'Unica me touche beaucoup. On sait qu'elle était schizophrène et il y a une partie, je dirais, tout à fait saine avec un œil ouvert et l'autre un peu en lambeaux avec un œil mi-fermé, et c'est un peu aussi une image de l'existence de l'artiste et de ma vie un peu coupée en deux aussi, par ailleurs. Et j'aime beaucoup cette photo d'elle face au miroir, où on la voit d'ailleurs dans le miroir, la photo n'est pas entière. Et c'est aussi une manière de dire que mon activité d'artiste fonctionne également en miroir avec d'autres artistes, et à bien des égards, j'ai un peu une existence schizophrène entre les deux tensions, les tensions très fortes qui existent entre la solitude pour réaliser des projets personnels et l'activité intense que l'on déploie pour travailler pour d'autres écrivains, d'autres artistes, des artistes, je veux dire. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Sophia. Est-ce que vous avez